Si Louis Sarkozy peut se prévaloir d'un titre, c'est d'être celui de président. Président des pistonnés. Parce que c'est tellement caricatural de voir un type à qui on demande son avis sur des sujets dont il n'a aucune maîtrise, aucun diplôme. Vraiment, il n'a absolument rien pour justifier de son expérience sur tel ou tel sujet. Mais quand on est le fils d'un ancien chef d'État et qu'on est le filleul du propriétaire d'une chaîne comme LCI, on arrive malgré tout à obtenir quelque chose. Alors, merci à tous ceux qui découvrent la chaîne, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui aiment, qui partagent, qui commentent. Grâce à vous, la chaîne continue d'exister. On est à 43 500 abonnés sur les 100 000 qu'on vise avant la fin de l'année. Je compte sur vous et on va tout de suite parler du fils Sarkozy. Alors, on se dit quelque chose quand même que quand on a un nom issu d'un personnage quand même très populaire ou en tout cas très connu, très célèbre, il peut être difficile pour les héritiers de se mettre au même niveau, mais visiblement la médiocrité et la bassesse d'esprit sont quelque chose qui se transmet extrêmement bien chez les Sarkozy. On avait déjà consacré un épisode au fils Sarkozy que je vais vous mettre en lien et que vous pourrez visionner ici après la vidéo si vous voulez. Mais là, on va reparler de lui parce que dans le cadre d'une émission hebdomadaire, il me semble, sur LCI, où il est en débat avec Raquel Garrido, Louis Sarkozy nous a sorti quelque chose qui était tellement nul, tellement mauvais que même l'animateur, journaliste animateur, a dû remettre un peu les pendules à l'heure. Vous allez voir quand même, c'est assez savoureux et ça va nous permettre d'engager sur un sujet philosophique et anthropologique assez important. Louis Sarkozy, attention, il faut quand même pas non plus être dans des propositions un peu trop tranchées, parce que là c'est un petit peu excessif à mon avis. Laquelle vous disiez, Monsieur Douk? Vous dites il y a des différences culturelles. Est-ce que vous niez le fait que la culture a un effet sur le développement? Sur le crime? Il y a des cultures criminogènes? Non, il y a des cultures plus violentes que les autres. C'est excessif. Il y a des cultures plus Louis violentes. Sarkozy, non, je suis pas d'accord. Écoutez, c'est à vous d'apporter cette subtilité, mais moi je maintiens mon vous maintenez, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Raquel Et Garrido. surtout c'est faux. Il y a des cultures plus violentes que les autres. Bon, déjà si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes extrêmement médiocre. Il y a donc des cultures plus violentes que les autres. C'est faux parce que ça reviendrait à naturaliser le comportement de violence. C'est-à-dire que il y aurait des cultures dans le partage des personnalités humaines et des comportements humains. Il y aurait des cultures qui, par le hasard des choses ou la volonté divine, on ne sait pas, qui seraient plus violentes que d'autres. C'est faux parce que la violence, en fait, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. La violence, c'est pas le matin, t'es bien, tu te réveilles, t'es en forme, et l'après-midi, t'as envie de tuer quelqu'un. C'est pas comme ça, en fait. Ça apparaît pas comme un rhume. La violence, elle est toujours liée à un contexte généralement matériel et à des tensions provoquées entre différents individus. Il y a différents facteurs qui amènent à la violence. Vous êtes peut-être quelqu'un de sanguin, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas de patience, mais vous passez pas de la joie ou de la tranquillité à la haine de quelque chose comme ça. Non, il y a toujours quelque chose qui provoque la violence, ou qui en tout cas l'amène à ce qu'elle se déploie. Dans le cadre des cultures qui sont violentes, je vais vous en citer une, vous la connaissez peut-être, peut-être que vous l'avez déjà étudiée à l'école ou en regardant des documentaires, tout ça. Mais en fait, ça s'appelle l'histoire de France. L'histoire de France, comme l'histoire de tous les pays, de toutes les cultures du monde, a des épisodes de violence extrêmement importants. Par exemple, l'Église catholique, qui est l'église majoritaire dans l'histoire de France, qui est la puissance religieuse majoritaire dans l'histoire de France, elle a lancé des croisades. Elle a lancé des croisades contre les civilisations musulmanes pour la reconquête de Jérusalem et de ces territoires-là, l'aide à Byzance aussi, à l'Empire byzantin à l'époque. Mais au sein du territoire aujourd'hui qu'on appelle la France, il y a aussi des croisades contre les cathares. Il y a eu les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Il y a eu l'Inquisition.
qui n'a pas fait autant de dégâts que ce qu'on pourrait faire croire, mais il y a eu aussi le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, qui a amené à brûler vivant des milliers, des dizaines de milliers de personnes à travers l'Europe. Et là, on ne parle que du côté religieux, et on a effleuré le sujet. On peut parler dans l'histoire de France, on peut parler du colonialisme, on peut parler du commerce triangulaire. Alors vous allez me dire, oui, la traite arabo-musulmane, oui, la traite arabo-musulmane, mais la traite arabo-musulmane ne donne pas droit au commerce triangulaire. C'est deux trucs absolument dégueulasse. Et puis après, si on fait rien qu'une histoire de l'Europe au XXe siècle, c'est le fruit d'une culture extrêmement violente. On ne sait pas à qui Louis Sarkozy fait référence, il faudrait avoir l'ensemble de l'extrait, mais on imagine bien, dans cet extrait-là, il ne parle pas de la France, je pense. En tout cas, il ne doit pas parler de l'Europe. Je veux dire, n'importe qui avec un minimum de culture, là je vais vous donner 2 petits exemples que j'ai dans ma bibliothèque qui sont en plus des exemples très nichés, parce que c'est pas des grands trucs d'histoire, c'est pas des grands événements ni des grandes dates, c'est plutôt des sujets, on va dire, de niche. Là, on a Alec Mellor, la torture, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur toutes mes lectures de 2024. Donc Alec Mellor, c'était un avocat qui était catholique et franc-maçon, et qui avait à cœur de faire un peu la concorde entre ces deux institutions. Bon voilà, la torture, son histoire, son abolition, sa réapparition au XXe siècle, et c'est une édition, je crois, des années 50. C'est l'histoire de la torture, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, dans l'histoire européenne. Est-ce que la torture, ça fait partie d'une culture de la violence, Monsieur Sarkozy ? Je pose la question, je suis un peu niais. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre, et ce que j'aime, c'est un peu ne pas sortir des conneries aussi bêtes, aussi incroyables sur des plateaux télé. Je sais que c'est pas le but des plateaux télé d'informer les citoyens, c'est de les divertir. Mais mettez-y un peu les formes. Le deuxième bouquin, c'est ce livre-là, Vie des martyrs de Georges Duhamel. Voilà, c'est peut-être un peu plus intéressant cette page-là. Donc avec des petites lithographies, des petites gravures. Vie des martyrs, c'est le livre d'un médecin de guerre, d'un médecin militaire qui donc s'occupait de soigner les blessés qui revenaient du front, les martyrs de la guerre, dont certains n'arrivaient pas à survivre à leur convalescence, ils mouraient à l'hôpital, et ceux qui survivaient et qui repartaient chez eux, ils étaient fracassés physiquement et psychologiquement. Et est-ce que c'est une culture de la paix, de la solidarité et du développement qui a permis ça, ou est-ce que c'est une culture de la violence qui a permis ça en 14-18 Monsieur Sarkozy, je vous pose la question une fois encore, parce que... Et ces événements-là, donc que sont la torture à travers l'histoire de France ou la guerre 14-18, c'est pas arrivé comme ça, c'est pas une violence qui a surgi de nulle part, c'est une violence qui a été entretenue, éduquée, mise en place pour des intérêts matériel ou de pouvoir. On ne fait pas la guerre pour le plaisir de se faire la guerre. Personne n'a envie de faire ça. Mais la guerre ou la violence n'est que le fruit d'un rapport de force dans lequel la diplomatie a échoué. Donc là, alors, Monsieur Louis Sarkozy, on va voir à quel point il est incohérent et inconstant dans ses prises de position. C'est que là, il nous dit qu'il y a des cultures qui sont plus violentes que d'autres. Mais qu'est-ce qu'il nous disait il y a quelques mois ? C'est pour ça qu'il faut malheureusement risquer et parfois même engendrer la mort des civils. On ne peut pas tolérer cette technique. Voilà, il faut parfois accepter d'engendrer la mort de civils quand on fait la guerre. Complètement d'accord avec vous, madame, et je vais même aller plus loin. La responsabilité des morts civils de Dresde pendant le bombardement de la 8e Air Force américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons tué... Là, quand il dit ça, on a l'impression que c'est un mec cultivé. Parce que le mec, il vous a dit la ville, la période et le bataillon, l'escadron aérien impliqué. C'est incroyable. Le mec a de la bouteille. Nous, les Alliés, des dizaines de milliers de civils allemands. Personne aujourd'hui, ou très peu de personnes, ne remettent cette responsabilité sur les Américains et sur les Anglais. La responsabilité est sur les Allemands. J'ajoute un dernier point. Non, la responsabilité, elle est aussi sur l'état-major. L'état-major qui a décidé de bombarder. C'est comme si vous disiez l'occupation des Français par les nazis
Elle est de la responsabilité des Français qui ont perdu la drôle de guerre en 40. Ah ouais ? La rafle du Veldiv, elle est due aux responsabilités. Elle est en responsabilité des Juifs qui savaient ce qu'ils risquaient en restant en France sous occupation nazie et n'ont pas fui pour sauver leur peau. Donc c'est de leur responsabilité s'ils se sont fait rafler. C'est débile. Alors on peut dire les Allemands, oui, l'armée allemande. La responsabilité de l'armée allemande et de l'état-major allemand, mais c'est pas de la responsabilité des civils allemands. On va écouter son propos jusqu'au bout, mais vous allez voir à quel point c'est débile. C'est débile. Pourquoi, et je risque de froisser certains sur ce plateau et autres, j'en assume totalement les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est complètement nécessaire ? Alors, quand un type vous dit qu'il en assume les conséquences, c'est qu'il sait qu'il n'en aura pas des conséquences. De risquer et parfois même de mener vers la mort des civils quand on se bat contre le Hamas et le Hezbollah. Parce que si on n'y va pas, si Israël n'y va pas, nous disons à toutes les organisations terroristes au monde, il y a une solution, vous vous cachez derrière les civils et on ne peut pas toucher. Voilà, bon, je pense que l'arrêt sur image parle de lui-même. C'est débile, hein, Louis, ce que tu dis, c'est extrêmement débile. Il y a une prise d'otage dans une banque. 50 otages, 4 preneurs d'otages. Dans les otages, il y a des familles, des petits vieux, des salariés de la banque. Voilà, il y a 50 personnes et les 4 preneurs d'otages. Bah, on va appliquer la méthode de Sarkozy, c'est-à-dire qu'on va pas appeler le négociateur. Hein, lui, c'est bon, on va le foutre au chômage. Et on va amener une batterie d'artillerie, on va amener des mecs du génie, et on va faire sauter le bâtiment. On négocie pas avec les preneurs d'otages. Bon, je sais pas. Je pense que c'est pas la meilleure méthode, personnellement. Donc vous voyez un peu l'inanité du propos. Hein. Il y a personne qui va le remettre en place. Hein. Comment être aussi nul ? Comment être mis en avant alors que t'es nul à ce point ? Mais vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Le mec, après, il a des ambitions. Mais du coup, puisqu'on parle du Hamas et du Hezbollah, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi le Hamas et pourquoi le Hezbollah ? On l'a dit, hein, la violence n'est pas quelque chose de naturel qui vous vient comme ça. La violence, elle est toujours entourée d'un contexte politique, économique, territorial, de ressources, etc. Ce qui amène la violence, c'est la volonté de conquête d'une puissance sur une autre, ou la volonté de se défendre de cette conquête d'une puissance sur vous. On va avoir un exemple là, et on va l'étayer avec d'autres exemples historiques. Gali Lunel qui est avec nous également comme tous les jours à cette heure-ci. Alors on l'a vu, la bande de Gaza, véritable poudrière et surtout berceau d'organisations terroristes qui a pris le pouvoir, est une bande de terre à l'histoire bien particulière. Au milieu de l'État d'Israël, coincé entre la mer et donc cette frontière infranchissable, c'est un lieu fermé donc où s'auto-nourrissent de nombreux combats au milieu d'une population en grande partie désœuvrée. Comment ce territoire a-t-il vu le jour, Magali ? On va faire un peu d'histoire. Ouais, on va débuter en 1948, quand l'État d'Israël est créé. C'est là que ça va être plus simple. Donc le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Maintenant que vous avez vu qu'il y avait une force militaire supérieure technologiquement et en organisation qui arrive sur un territoire et qui dit aux habitants de ce territoire, vous ne pouvez pas rester ici. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, on est armé, on a ce qu'il faut, on vous chassera d'une manière ou d'une autre. Donc vaut mieux que vous partiez maintenant. Quelle est la différence entre cette situation en Palestine en 1948 et la situation des Amérindiens face à l'avancée des colons américains sur leur terre ? Et que ces Amérindiens, on leur a fait signer des documents pour qu'ils aillent vivre dans des réserves qui étaient inadéquates avec leur mode de vie. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Quand, au début du XXe siècle, il y a cette volonté du gouvernement jeune turc de restaurer la grandeur de l'Empire ottoman et de détruire les ennemis de l'intérieur que sont les Arméniens, alors, il y a eu des massacres, hein. Il y a eu des massacres de soldats arméniens dans les armées et il y a eu des arrestations et des massacres d'intellectuels arméniens le 24 avril 1915, il me semble. Et ensuite, on a fait un déplacement massif de population de plusieurs centaines de milliers d'Arméniens à travers le désert d'Anatolie. On savait très bien que ce déplacement de population qui perdait tout, leur logement, leurs affaires, et s'ils avaient perdu des frères et des pères dans les armées ou lors des arrestations, ils perdaient des membres de leur famille qu'ils n'allaient jamais revoir. Et on leur fait traverser un désert avec très peu de ressources,
sans protection et sans réelle pause logistique, il y a eu des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de morts. On a estimé à plus d'1,5 million le nombre de morts. On savait très bien, en les déplaçant d'un point A à un point B de cette manière, qu'il y en a énormément qui n'allaient pas survivre. Alors, il n'y a pas eu une volonté de les exterminer comme ça a pu être au moment de la Shoah, pour les Juifs au moment de la Shoah, mais on savait très bien que la plupart d'entre eux allaient à une mort certaine. Les moins résistants, les plus fragiles, les plus jeunes, les plus vulnérables allaient mourir. Dans ces 3 situations-là, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que vous avez une force armée qui oblige une force armée et une force de civilisation qui s'impose sur une autre, ou une partie de la sienne, dans le but de s'en expurger, et ça crée du coup, de fait, ça crée de la violence. Soit de la violence directe en abattant et en massacrant, soit de la violence indirecte en mettant en place les conditions de leur mort, quoi, de leur écrasement. On a fait le lien entre ces 3 situations, il n'y a aucune différence. Les actions de guérilla ont commencé dès le début, et dès le début, elles ont été sévèrement réprimées par Israël. On va choisir une... Les actions de guérilla ont lieu parce qu'évidemment, il y a des parties des populations qui ne se sont pas laissées faire, et elles ont été sévèrement réprimées par Israël. Quand on vous dit ça, c'est qu'il y a eu des massacres. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie il n'y a pas si longtemps ? Le gouvernement de Bachar al-Assad est tombé, un nouveau régime s'est mis en place, et les armées de ce nouveau régime ont réprimé des populations qui étaient en soutien à Bachar al-Assad. Alors même que ces populations-là n'étaient pas combattantes, ou en tout cas ne cherchaient pas à reprendre les armes. C'est dans une volonté de faire taire toute possibilité de révolte future. On va prendre un exemple historique qui va peut-être plus vous parler, c'est Spartacus et les révoltes des esclaves dans l'Empire, dans la République romaine et dans l'Empire romain. Même la République romaine, non, c'était pendant la République romaine parce que c'était avant l'avènement d'Auguste. Les révoltes d'esclaves ont toujours été extrêmement réprimées dans la République romaine parce on ne pouvait pas laisser passer le fait que des révoltes étaient possibles. Spartacus s'est révolté parce que ses conditions matérielles étaient extrêmement violentes et qu'il n'avait pas d'autre choix que de porter les armes contre son oppresseur, la République romaine, mais il a fini par perdre, et par cette défaite, Rome a écrasé de manière extrêmement violente les survivants pour que justement, il n'y ait pas d'autres tentatives. Et des exemples comme celui-ci, on peut en avoir, mais des milliers de par le monde. Tous les anthropologues et tous les historiens des civilisations peuvent vous en donner des exemples. Ça a été le cas des protestants en France face aux catholiques. Ça a été le cas des cathares face aux catholiques. Ça a été le cas de la résistance française face à l'occupation des nazis. Ça a été le cas dans les colonies pendant la guerre de conquête d'Algérie. Les Algériens ont essayé de combattre le colon français. Et tous les pays du monde qui se sont vus imposer une force extérieure ont essayé de la combattre. Et bon, des fois ils ont réussi, et donc ça leur a permis de s'imposer face à cet adversaire, et des fois ils ont échoué, et donc ils ont été massacrés pour ça. Une autre date, 1967, la guerre des 6 jours. L'État hébreu s'empare de Gaza, les Israéliens vont y rester pendant presque 40 ans. Ce n'est qu'en 2005 que les colons juifs se retirent, mais la situation ne va pas s'améliorer pour autant. Les Israéliens en gardent le contrôle total. 2006, c'est l'autre date qu'on choisit. Le Hamas remporte les élections législatives et s'empare ici du pouvoir. En réaction, Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert dénoncée par Human Rights Watch. Donc la bande de Gaza est totalement sous contrôle israélien. Des élections législatives ont lieu et c'est le parti le plus radical et le plus combatif qui l'emporte. Ça étonne qui ? Vous êtes sous la chape de plomb d'une force contre laquelle vous ne pouvez rien. Il y a un parti qui se propose d'être celui qui va porter le combat contre cette chape de plomb et il gagne. Ça étonne qui ?
C'est comme si pendant l'occupation, il y avait eu l'occupation nazie, il y avait eu des élections en France et qu'on disait le parti du maquis a gagné les élections. D'ailleurs, il y avait ce thème-là, hein, il y avait ce nom-là du parti de prendre le maquis, de prendre le parti du maquis, pour combattre l'occupation allemande. Depuis 16 ans, donc, la bande de Gaza est coupée du monde, tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï. Alors vous avez vu, hein, tout est contrôlé, blocus sur tous les trucs, il n'y a aucune perspective d'évolution, aucune perspective de développement, aucune perspective mais même d'entente avec Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune ouverture à la possibilité de ces deux États de faire front commun, comme on pourrait dire le couple franco-allemand. Il pourrait y avoir le couple israélo-palestinien comme il y a eu le couple franco-allemand. Bon, le couple franco-allemand est un mythe économique qui a prouvé à quel point il était défaillant depuis le début des années 2000. Mais je veux dire, cette perspective-là n'a jamais eu lieu. Maintenir les Gazaouis sous domination. Alors là, vous allez voir, elle dit cynique, moi je pourrais dire inhumain. C'est inhumain, vous allez voir. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Celui qui parle ici, c'est un avocat qui avait participé au processus de paix. Et dans le détail, voilà ce que ça donne. C'est raconté dans Le Monde aujourd'hui. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Les Gazaouis donc organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée. Sévèrement réprimée comme les tentatives de guérilla. Vous avez vu le truc ? C'est-à-dire que, et ça existe toujours parce que le reste du monde le veut bien. Je veux dire, si les États-Unis ou la Chine avaient dit à un moment donné, ou l'Europe avait dit à un moment donné, non mais attendez, votre truc là, des 131 camions, etc., machin, si vous avez besoin de plus de contrôle, est-ce qu'il y avait des forces de l'ONU là-bas ? C'est pas le but de l'ONU d'éviter que ce genre de truc arrive ? À quoi ça sert l'Organisation des Nations Unies si ça permet l'existence d'un système comme celui-là ? Ça sert à rien l'ONU, vous servez à que dalle. Et donc, elle termine en disant que des années de ce régime-là, qu'est-ce que ça donne ? Pas toujours disponible. Et une impossibilité de fuir, eh bien l'enclave s'est transformée en volcan. À l'aube du 7 octobre, elle est entrée en éruption. Voilà ce qu'écrit le journaliste du Monde aujourd'hui. On en revient à ce que je dis depuis le début de la vidéo. La violence n'est pas quelque chose qui naît chez les personnes, qui arrive spontanément comme ça à partir de rien. La violence, elle est toujours corrélée à une situation matérielle, territoriale et liée à votre propre impossibilité d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Là, on a la domination d'un peuple suréquipé, surarmé et soutenu par les puissances de ce monde sur une autre population. Cette autre population est maintenue sous domination calorique, est maintenue sans la moindre possibilité d'ouverture avec le pays qui assure sa domination sur lui. Il vote majoritairement pour un parti qui prône la résistance, le combat, la violence, et il gagne, et a lieu le 7 octobre. Alors, et c'est pour ça que tous ceux qui disent que le 7 octobre ne vient de nulle part, ou on comprend pas le 7 octobre, ça aurait pu être le 7, ça aurait pu être le 6, ça aurait pu être le 15, ça aurait pu être n'importe quelle date, mais ça finirait par arriver. Nous, aujourd'hui en France, on a combattu l'Angleterre et l'Allemagne pendant des siècles. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi ? Parce que on a établi des accords de réciprocité qui font qu'on se respecte en tant que pays avec nos territoires, nos lois, nos besoins en échange matériel et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la paix. Mais le jour où l'Allemagne dit on va faire un blocus sur la France, on va arrêter de vous exporter des matières, on va arrêter d'en importer de chez vous et on va fermer les frontières avec vous, ça va créer des tensions, quoi. Ça va créer des tensions. C'est comme ça que naissent les guerres. Bon, ça peut être pareil dans l'autre sens, ça peut être la France qui commence. On va en revenir à l'imbécile en chef Sarkozy.
Alors le JDD, c'est le JDD, le journal du dimanche, donc ce torchon de gauche, comme on le connaît tous. Municipal 2026, vers une candidature de Louis Sarkozy à Menton, point d'interrogation. Selon le Figaro, le fils de l'ancien chef de l'État lorgne la ville des Alpes-Maritimes, lorgne. Voilà, c'est le mec il est dans une vitrine, il est face à un magasin de municipalité. Tiens, il a vu le prix de Menton, il s'est dit ça j'aime bien ça. Alors moi je suis du sud, j'habite dans les Alpes-Maritimes. Menton, c'est Cannes, un peu moins coté. Voilà, c'est ça. Donc vous imaginez un peu l'ambiance de la ville. Il ne fait toutefois plus mystère de ses ambitions en politique. Alors, confirme officiellement aucune candidature, mais ne fait toutefois plus le mystère de ses ambitions en politique. Ouais, d'accord, le mec n'a pas vécu en France. On l'a vu dans l'épisode qui lui est consacré. Il a vécu quasiment toute sa vie aux États-Unis, à New York, dans les hauts buildings de la 5e avenue. Le mec n'a pas vécu dans ce pays. On sait même pas. Il n'a aucun diplôme en anthropologie. Il ose parler de civilisation. Il n'a aucun diplôme en histoire. Il parle d'histoire. On lui demande son avis sur l'histoire. Il a jamais été élu nulle part. Le mec il est dans un pays dans lequel il n'a jamais grandi. Le gars vise Menton. Il vise pas une ville moyenne de 15 000, 20 000 habitants. Non, le mec vise Menton. C'est vraiment le fief de province, quoi, tu vois. Louis Sarkozy, maire de Menton en 2026, ce sera en tout cas une possibilité à en croire les dernières informations du Figaro. Grand journal, le Figaro, un très très grand journal. Je ne suis candidat nulle part, mais je ne peux pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique de la région, et notamment à Menton, qui est en passe de tomber dans les mains du Rassemblement National. Mais mec, quand on entend ton discours, on voit aucune différence avec le Rassemblement National. De quoi tu parles? D'où tu viens? Indique l'intéressé au quotidien alors que des rumeurs concernant sa candidature au municipal circulaient déjà. Ouais, d'accord. La ville des Alpes-Maritimes est pourtant dirigée par le maire d'hiver droite Yves Juel, mais son mandat est entaché par une affaire politico-financière de la gestion des ports de la ville. Oh bah ça alors, un maire d'hiver droite qui est entaché par une affaire politico-financière. Ah non, vraiment, moi je croyais que les gens de droite c'était des gens qui se levaient tôt, qui travaillaient dur et qui gagnaient bien leur vie parce que c'était des gros bosseurs. Franchement, Enfin, je sais pas, moi, vous en connaissez beaucoup, vous, des maires ou des élus de droite qui sont dans des affaires politico-financières, vous? Bah ça... Alors franchement, je suis un peu étonné. 14 personnes, dont les deals, ont été placées en garde à vue en juillet dernier. Le mec, il est maire de Menton, il est en GAV, quoi. La députée RN de la circonscription, Alexandra Masson, lorgne déjà la municipalité. Ils ont utilisé 2 fois le même verbe. Celle-ci a d'ores et déjà confirmé sa candidature au municipal sans toutefois préciser la ville. D'accord. Bientôt une conférence dans la ville. D'après le Figaro, le fils de l'ancien président de la République se serait ainsi procuré un appartement dans la cité du Citron. Comme ça. Le mec a un appartement à Menton. Comme ça. Non, mais ça doit être un petit studio à 15 mètres carrés en haut d'une copro de 250 pieds, de 250 lots. Vraiment le truc de saisonnier, quoi, parce que c'est cher Menton, hein. Puis je sais pas si monsieur Sarkozy est très pourvu, hein, mais c'est pas facile, hein. D'autant que du 13 au 17 mai, tiens, je vais peut-être aller y jeter un œil, il sera le parrain de la semaine du libraire. Il doit par ailleurs y tenir une conférence au sujet de son dernier livre sur Napoléon. Depuis plusieurs mois, les ambitions politiques de Louis Sarkozy ne font plus aucun doute. Ouais, mais est-ce que les gens veulent de toi? On ne sait pas. En décembre dernier, il était invité d'une soirée parisienne des Jeunes Républicains. Le jeune homme avait pris la parole pour partager sa vision politique et ses idées pour la France. Merci. De plus, il s'affiche régulièrement avec des personnalités politiques de droite. Il a par exemple été reçu place Beauvau pour le lancement de son podcast avec une interview de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est actuellement ministre d'extrême droite de l'Intérieur, hein. En mars 2026, il aura 28 ans, soit le même âge que Nicolas Sarkozy lorsqu'il est devenu maire de Neuilly. Ouais, ouais, sauf qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il a quel âge? Il a 70 balais et il a été condamné 5 ou 6 fois par toutes les instances juridiques de ce pays pour détournement de fonds, corruption. Il n'est pas impossible qu'il soit un jour inculpé de crimes de guerre pour avoir engendré des actions opérationnelles qui n'ont été validées par aucun mandat de l'ONU. On le rappelle, monsieur Sarkozy n'a aucune
légitimité pour parler des sujets sur lesquels on lui demande son avis. Il n'a jamais vécu en France, mais veut se lancer en politique dans une des villes les plus à droite du pays. C'est pas une ville où il y a des problèmes de précarité, de chômage. C'est pas vraiment le genre de la ville. Voilà, que dire de plus, à part que j'espère que vous avez appris beaucoup de choses en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo dédiée à Louis Sarkozy en cliquant sur cette vignette. Moi, je vous remercie d'être toujours avec moi. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit. Et on se retrouve à bientôt sur Eminence Stream. Salutations.